Bonjour à tous, dans cette vidéo on va revenir sur les différents graphes qui sont disponibles par défaut sur Synthesis et comment les interpréter. Alors on va commencer avec tous les graphes qui sont disponibles sur la partie synthèse. Donc d'abord vous avez un petit tableau avec des indicateurs synthétiques qui sont là assez simples à comprendre. Ensuite un graphique avec l'évolution du chiffre d'affaires cumulé. Donc là vous pouvez sélectionner le nombre d'exercices que vous souhaitez, soit en les cochant, décochant dans la légende, ou alors en les enlevant directement dans le petit sélecteur du haut. Et donc là, ce que montre ce graphe, c'est l'évolution du chiffre d'affaires, donc en cumulé depuis le début de l'année. Donc là, typiquement, sur août 2023, ça me dit que j'ai généré 30,8 millions, parce qu'on est en millions d'euros, donc 30,8 millions d'euros de chiffre d'affaires de janvier à août. Et en comparaison, eh bien de janvier à août 2022, j'avais généré 24,3 millions de chiffre d'affaires. Et ces graphes-là, vous pouvez les générer non seulement sur le chiffre d'affaires, mais vous pouvez aussi en créer avec de nouveaux agrégats, par exemple un EBITDA cumulé depuis le début de l'exercice. Ensuite, deuxième graphe, l'évolution de la trésorerie. Ici, vous allez avoir en courbe le niveau de trésorerie de clôture, donc tous les mois à combien est ma trésorerie, et en bleu clair, le flux de trésorerie qui est généré. Donc vous générez un flux de trésorerie positif, votre montant de trésorerie va augmenter. Vous générez un flux de trésorerie négatif, votre niveau de trésorerie va baisser. Vous pouvez, dans les options, modifier les dates sur lesquelles vous montrez l'analyse. Par exemple, si je veux que de janvier 2022 à fin 2023, je peux le paramétrer ici. Ensuite, évolution de l'activité. Donc là, ce graphe va montrer le chiffre d'affaires, à côté l'EBITDA, et ici en courbe, en fait, le pourcentage d'EBITDA par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, en 2023, j'ai fait une marge d'EBITDA de 15,8% par rapport à mon chiffre d'affaires, et donc ça représente un EBITDA de 8,3 millions. Par contre, je peux modifier ici les données qui sont montrées. Par exemple, si à la place de l'EBITDA, je veux, eh bien, par exemple, le résultat d'exploitation, dans le bloc 2, ici, je peux choisir résultat d'exploitation, je valide et donc mon graphe se met à jour. Ensuite, composition du bilan. Donc ici, je vais avoir la répartition de mon bilan actif-passif et puis au sein de chacune des catégories, eh bien la composition. Donc par exemple au sein de mon actif entre immobilisation, créances, stock, trésorerie et puis au sein de mon passif, la composition entre capitaux propres et puis les dettes fournisseurs, dettes sociales et fiscales, comptes courants et puis les autres éléments de dette financière et les provisions. Là encore, si je veux changer de date, je peux changer la date d'analyse, par exemple, pour voir en décembre 2021 de quoi était composé mon bilan. Ensuite, chiffre d'affaires par rapport au seuil de rentabilité. Ici, ça va montrer le niveau de chiffre d'affaires en dessous duquel je ne suis plus rentable. Donc, par exemple, ici, en décembre 2023, il fallait que je fasse minimum 38 millions de chiffre d'affaires pour être rentable. En décembre 2023, j'ai fait 52,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc je suis rentable. Et donc, ça me permet de voir tout au long de l'année, est-ce que je suis en dessous ou au-dessus du seuil de rentabilité. L'idéal, bien sûr, étant d'être au-dessus tout au long de l'année. Sur la structure financière maintenant, donc c'est une représentation qui est un peu proche de celle de la composition du bilan juste au-dessus. Et donc ça permet de voir donc ici en courbe le montant de l'actif net, donc qui est la somme de tous les éléments du bilan, hors capitaux propres. Et ensuite la composition du bilan par grands ensembles, donc immobilisation, besoin en fonds de roulement, dette financière. Donc ça permet de voir là aussi comment évolue la structure du bilan sur plusieurs années. Décomposition du résultat. Donc ici, ça me montre comment je pars de mon chiffre d'affaires pour arriver à mon résultat net. Dit autrement, ça me montre comment je pars de ma première ligne du compte de résultat pour arriver à la dernière. Et donc là, ça me dit, je passe de 52,5 millions de chiffre d'affaires à 30,1 millions de marge parce que entre les deux, j'ai 22,4 millions d'achats. Ensuite, entre ma marge et mon EBITDA, j'ai tous ces éléments qui me permettent d'arriver à un EBITDA de 8,3 millions, et ainsi de suite jusqu'au résultat net. Et donc, ça permet de voir de manière assez visuelle tous les éléments qui composent le résultat. Dans la saisonnalité, ici, je peux choisir n'importe quelle catégorie de mon compte de résultat, et ça va me montrer le montant mensuel de cette catégorie. Et donc, ça me permet de voir sur 2 années ou plus, eh bien, la saisonnalité. Est-ce que j'ai des ventes qui sont plus importantes à une certaine période? Ici, on voit que sur la période octobre-novembre, on a plus de ventes que sur le reste de l'année. Et donc, ça permet d'expliquer la saisonnalité des ventes, notamment, mais aussi la saisonnalité des achats ou bien d'autres lignes du compte de résultat. Ensuite, le bridge. Donc, le bridge va permettre de montrer l'évolution d'un agrégat entre 2 années.
Et donc la manière dont il faut le lire, c'est ici j'ai fait un EBITDA de 4,9 millions en 2021, j'en ai fait un de 8,3 millions en 2023. Comment je passe de 4,9 à 8,3? Et donc, je passe de 4,9 à 8,3 parce que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 13,9 millions. Mais en contrepartie, j'ai aussi mes achats qui ont augmenté de 5,2 millions, mes frais de personnel de 1,9 millions, etc. Et donc, lorsque vous avez un bloc vert, c'est que ça a fait augmenter l'agrégat. Et lorsque vous avez un bloc rouge, ça a fait diminuer l'agrégat. Et ici, je peux changer à la fois les dates. Donc là, je veux avoir le passage, par exemple, de 2022 à 2023. Et je peux aussi changer l'agrégat que j'analyse. Par exemple, si je veux l'analyse sur le résultat net, eh bien, je sélectionne résultat net. Et de la même manière, j'ai toute la décomposition qui explique mon passage du résultat net 2022 à mon résultat net 2023. Et enfin, dernier graphe de cette partie synthèse, la saisonnalité du BFR. Donc ici, vous allez retrouver en courbe le niveau de besoin en fonds de roulement mensuel, sachant que en effet le besoin en fonds de roulement, en fait, plus il est important, plus il va falloir le financer. Et ensuite, tous les mois, vous allez retrouver la composition de ce BFR en fonction des différents éléments qui le composent. Donc là, par exemple, je peux cacher la courbe et les différents éléments qui vont composer mon BFR. Ici, ça va être mes stocks, mes créances clients, mes dettes sociales et fiscales et mes dettes fournisseurs. Et donc, je peux avoir du BFR qui est lié à l'un de ces éléments. Et si par exemple, je veux voir juste l'évolution de mes dettes fournisseurs pour savoir comment j'ai payé mes fournisseurs, eh bien, je peux sélectionner que les dettes fournisseurs. Idem pour la partie créances clients. Et donc ça me permet d'avoir pour les entreprises qui ont des problématiques de BFR un peu une vision sur une période de temps donnée. Et je peux modifier cette période de temps, bien sûr, hein, par exemple, comme pour les précédents graphes, dire je veux plutôt de janvier à décembre 2023 et voir l'évolution sur cette période-là. Donc voilà sur la partie synthèse et tous les graphes que vous pouvez y retrouver. Ensuite, je vais passer à la partie comparatif mensuel pour évoquer les petits graphes qui sont sur la droite. Donc en fait, ces graphes-là permettent d'avoir de manière visuelle la comparaison entre le mois pivot que vous avez sélectionné et soit N-1, soit le budget. Et donc là, par exemple, je peux sélectionner la catégorie que je veux, par exemple chiffre d'affaires. Et donc là, ce que dit ce graphe, c'est que mon chiffre d'affaires en décembre 2023 est représenté 101,2% de mon chiffre d'affaires N-1. Et donc là, par exemple, si je regarde dans le tableau, en effet, j'ai fait 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en décembre 2023 et en N-1, j'avais fait 6,4 millions. Donc je suis un peu plus élevé en année N, ce qui fait que je suis à 101,2% dans ce graphe qu'on appelle une jauge. Ensuite, on va passer rapidement sur les onglets de compte de résultats et de bilan parce que les éléments que vous allez retrouver sur la droite, en fait, sont ceux que vous allez retrouver dans la partie synthèse, donc qu'on a déjà vu ensemble. Et on va s'attarder ici dans la partie flux de trésorerie où vous allez avoir de nouveaux graphes. Donc dans la partie flux de trésorerie, vous allez avoir ces trois graphes-là. Le premier, évolution de la trésorerie, vous permet comme le premier graphe d'évolution de la trésorerie qu'on a vu dans la partie synthèse, d'avoir en courbe vos niveaux de trésorerie mensuels. Et là, la différence dans les flux, si vous vous souvenez bien, dans la partie synthèse, on avait juste flux positif ou négatif. Et bien là, ils vont se décomposer en trois natures. Le flux d'exploitation, donc c'est le flux qui est lié à l'activité. Le flux lié aux investissements, en bleu. Et en jaune, le flux qui est financier. Donc par exemple les remboursements d'emprunts ou les paiements d'intérêts. Et donc comme ça vous permet de voir tous les mois, en fait, la nature des flux. Et cette décomposition, elle peut aussi être retrouvée dans le tableau des flux de trésorerie que vous avez juste à côté. En dessous, vous avez un graphe de composition des flux de trésorerie. Alors, celui qui est ici, c'est exactement le même que celui qui est plus haut. Et la différence, c'est juste que vous le voyez en annuel. Donc là, ça veut dire en annuel sur 2023, j'ai généré un flux de trésorerie opérationnelle ou un flux d'exploitation de 7,1 millions, un flux d'investissement de moins 2,9 millions et un flux financier de moins 1,3. Et donc je peux voir ici qu'en 2023, mon flux d'exploitation était largement supérieur à celui que j'avais réalisé en 2022, qui n'était que de 3,4 millions. Enfin, vous avez ici un bridge, donc pour la trésorerie, où le système est exactement le même que pour le bridge qu'on a vu dans la partie synthèse pour le résultat. Là, de la même manière, ça va vous dire j'avais une trésorerie d'ouverture en 2022 de 1,8, une trésorerie de clôture de 1,7 en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et donc, la différence s'explique par la variation des catégories
qui sont à l'intérieur de ma trésorerie. Et donc là, la manière dont il faut le lire, c'est j'ai généré un EBITDA de 5 millions avec un résultat exceptionnel de 0,1 million. Et donc ces deux éléments ont contribué à faire augmenter ma trésorerie. Mais en parallèle, j'ai eu un impact d'IS et de participation de 0,7. J'ai un impact de ma variation de besoin en fonds de roulement qui a impacté ma trésorerie de 0,9 millions. Et puis des investissements pour 3 millions. Ce qui fait que malgré un EBITDA positif, eh bien j'ai une trésorerie qui est toujours à peu près au même niveau. C'est une analyse aussi assez intéressante à regarder et là, comme pour les autres analyses, je peux modifier l'année que je prends comme référence. Ensuite, on va passer aux clients fournisseurs en s'intéressant d'abord à la partie détail des auxiliaires. Donc ici, le graphe que vous allez retrouver, tout simplement, c'est les encours TTC sur vos clients ou vos fournisseurs. Donc ici, on est dans l'encours fournisseur. Et donc, ça va vous montrer, par exemple, ici, que Européa a un solde et un encours TTC à fin décembre 2023 de 2,4 millions. Donc c'est des montants restants à payer de 2,4 millions. Delta de 1,8, Dupont de 1,2. Et donc ça vous montre juste les fournisseurs qui vous restent à payer à un instant T. Donc vous avez exactement la même analyse pour les encours clients. Et puis balance AG fournisseur et balance AG client, là c'est un petit peu différent. En fait, on vient voir à quelle date ont été comptabilisées les créances et les dettes. On vient classer ces créances et ces dettes par ancienneté de la date de comptabilisation. Donc par exemple, là j'ai pour mes fournisseurs un solde de 6,3 et donc ça me dit que sur ce solde, la grande majorité est supérieure à 90 jours. Donc ça veut dire que c'est des dettes qui sont assez anciennes et je peux ici rentrer dans le détail pour voir quelles dettes ça concerne. Et donc le principe est exactement le même dans les balances AG clients. Ensuite, dans le top 10, la manière dont il faut lire l'analyse est plus en flux qu'en solde. Donc là, ça va présenter vos 10 principaux clients en termes de facturation. Et donc là, ça veut dire que c'est vos clients auxquels vous avez facturé le plus en TTC, mais ça veut pas dire qu'ils vous ont payé ou pas, ça veut juste dire que c'est ceux avec lesquels vous avez fait le plus d'opérations. Et de la même manière, vous avez dans le top 10 fournisseurs ce classement et vous pouvez éventuellement élargir le top 10 à un top 20, 30 ou 50 via cette option pour avoir plus de clients et plus de fournisseurs et un classement du client ou du fournisseur du plus important au moins important en termes de volume. Ensuite, dans la partie trésorerie prévisionnelle, on va également regarder les graphes qui sont disponibles. Alors, pour ça, on va rapidement créer un budget. Donc, par exemple, ici, un budget basé sur 2023, et je vais juste mettre une augmentation de plus 10%. Et dans la partie trésorerie prévisionnelle, on va venir ici récupérer le budget. Voilà. Et donc, je vais avoir deux graphes qui sont aussi intéressants à analyser. Le premier, c'est la décomposition des flux de trésorerie. Donc là, j'ai intégré mon budget dans ma partie prévision de trésorerie. Et donc là, ce que me dit ce graphe, c'est de quoi sont composés mes flux de trésorerie. Donc là, par exemple, ils sont composés entre chiffre d'affaires, frais de personnel, autres achats et charges externes, et puis achat de matières et de fournitures. Et donc ça me dit chaque mois de quoi mes flux de trésorerie se composent. Et ça, comme le tableau en fait est flexible, là on l'a en méthode qu'on appelle directe, c'est-à-dire en reprenant chacune des lignes de compte de résultat une par une, et en considérant que elles vont générer chacune des encaissements des décaissements. Mais vous avez aussi la vision qu'on appelle indirecte, qui est de repartir de l'EBITDA et d'avoir une variation de BFR et un apurement. Eh bien, si vous choisissez cette deuxième méthode, là aussi vous aurez la composition des flux en fonction de la méthode que vous avez retenue. Et ici, pour l'évolution de la trésorerie, ça vous montre juste votre niveau de trésorerie en fonction des hypothèses qui ont été retenues en mensuel, parce que je vous rappelle que là, vous avez la vue annuelle. Vous pouvez aussi avoir les chiffres mensuels en cliquant sur cette option. Ensuite, dans la partie encaissement-décaissement, vous avez également des graphes intéressants. Donc là, comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, vous avez vos flux de trésorerie qui sont décomposés en fonction de la nature des encaissements et décaissements. Et donc dans ce premier graphe, vous avez juste en orange les encaissements, en bleu les décaissements, et puis en courbe votre niveau de trésorerie. Et puis ici, dans le graphe du dessous, vous avez la décomposition de vos flux de trésorerie en fonction des encaissements clients, des dettes fournisseurs, et puis des dettes sociales et fiscales. Ensuite, on va regarder l'analytique.
Donc, comme on vous l'expliquait dans une précédente vidéo, si vous avez des données analytiques, vous allez avoir un compte de résultats par catégorie analytique. Et là aussi, on génère un petit graphe qui vous permet tout simplement, sur l'agrégat que vous sélectionnez, par exemple marge brute, eh bien d'avoir la part qui est relative à chacune de vos catégories analytiques. Donc ça fonctionne, quelles que soient les catégories analytiques que vous importez, vous aurez toujours ce petit graphe de répartition analytique de vos catégories. Donc voilà pour l'analytique. Maintenant, on va retourner dans un projet de base et s'intéresser à la partie comparative sectorielle. Donc, comme on vous expliquait dans une précédente vidéo, vous allez pouvoir ajouter autant de graphes que vous voulez. Et donc là, le principe est très simple. Vous sélectionnez une catégorie, par exemple chiffre d'affaires, et vous allez ensuite avoir le chiffre d'affaires de chacune des sociétés que vous avez intégrées dans votre comparatif. Donc en premier, votre société, et à droite, les autres sociétés que vous avez intégrées. Et donc ça permet de se comparer. Par exemple, là, je vois que je fais plus de chiffre d'affaires que ma société B et D, mais par contre, j'en fais moins que ma société C. Et donc, je peux faire ce comparatif sur d'autres éléments, type EBITDA, dette nette, frais de personnel, et toutes les catégories que vous allez avoir dans cette liste. Ensuite, dans le module de valorisation, là aussi, donc comme on l'expliquait dans une précédente vidéo, vous allez pouvoir utiliser plusieurs méthodes de valorisation et vous aboutissez à la fin à une synthèse avec fourchette haute via le bloc bleu, fourchette basse sur le bloc orange, et puis ici la valeur moyenne pondérée. Et donc en fonction ici des taux de pondération que vous allez renseigner, par exemple si je dis que la dernière méthode, je veux que ce soit pris en compte à 50%, eh bien votre moyenne pondérée va évoluer. Ensuite, sur la partie scoring, qui est un nouveau module, en fait, vous allez avoir le calcul de 6 indicateurs différents sur lesquels on va revenir. Donc le premier indicateur, croissance du chiffre d'affaires par rapport à N-1, là c'est très simple à comprendre, hein. On prend le chiffre d'affaires du mois donné, donc décembre 2023 par rapport à décembre 2022, et là la manière dont il faut le lire, c'est que mon chiffre d'affaires a augmenté en décembre 2023 de 1,18% par rapport à décembre 2022. Ensuite, la rentabilité de l'activité. Là, on va regarder le ratio d'EBITDA par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, ça me dit que je génère un EBITDA qui représente 15,82% de mon chiffre d'affaires. Et donc, j'ai une rentabilité très positive, même si, en effet, cela va dépendre des secteurs, mais 15,82%, on peut considérer que c'est un bon taux de rentabilité. Je précise d'ailleurs que pour chacun des indicateurs, vous avez ici une petite indication sur comment l'indicateur est calculé, comment faut l'interpréter, et puis quelles sont les valeurs de référence qui sont retenues. Et vous pouvez aussi paramétrer tout ça en cliquant ici sur le bouton de modification de l'indicateur. Ensuite, le ratio d'endettement. Donc ici, on va prendre la part des dettes financières par rapport aux capitaux propres. Et donc, plus le ratio est élevé, plus vos dettes financières représentent une grosse partie de vos capitaux propres, ce qui, en effet, n'est pas positif, même si il faut faire attention parce que l'extrême inverse n'est pas non plus positif, c'est-à-dire que si vous êtes très très peu endetté, eh bien vous avez peut-être intérêt à vous endetter un petit peu pour investir et pour accélérer la croissance de l'activité. Ensuite, la capacité de remboursement. Donc cette capacité de remboursement, on va la mesurer en rapportant l'EBITDA, donc c'est-à-dire ce qui est généré par l'activité, par rapport à votre dette financière nette. Et donc si vous avez un EBITDA très positif et une dette financière faible, eh ben ça veut dire que via votre activité, vous allez pouvoir sans problème rembourser votre dette nette. Là encore, il faut faire attention parce que si vous avez un indicateur qui est trop bas, ça peut peut-être signifier que vous avez une capacité d'endettement qui est un petit peu plus élevée et donc que vous pourriez vous en servir pour faire croître votre activité. C'est exactement le même commentaire que pour le ratio d'endettement qu'on a vu juste avant. Ensuite, le ratio de liquidité. Donc ici, on va faire le calcul suivant. On va prendre toutes les créances d'exploitation. Donc en fait, le stock, les créances qui vont être encaissées à court terme et la trésorerie qu'on va rapporter aux dettes d'exploitation, donc les dettes fournisseurs et les dettes sociales et fiscales. Et ça va montrer si, avec votre actif circulant, vous avez la capacité de payer vos dettes d'exploitation, c'est-à-dire vos dettes à court terme. Et donc là, généralement, lorsqu'on a un ratio de liquidité qui est positif, ça veut dire qu'on n'a pas de problème de trésorerie ni de problème de BFR. Et dernier ratio, horizon de trésorerie, qui est un indicateur très intéressant parce qu'on va rapporter en fait le dernier flux de trésorerie à la trésorerie totale. Et donc on va regarder si déjà vous avez un flux de trésorerie positif ou négatif, et si vous avez un flux de trésorerie négatif, eh bien combien de mois vous avez
avant d'arriver au bout de votre trésorerie. Donc là, dans notre cas, on a de la trésorerie positive, ce qui veut dire qu'on ne risque pas de consommer notre trésorerie. Mais si vous avez de la trésorerie négative, eh bien, on va calculer au bout de combien de mois, en fait, vous n'avez plus de trésorerie si vous restez à ce rythme. Et donc l'ensemble de ces indicateurs peut être retrouvé également sous une forme graphique qui justement montre les zones où vous avez une potentielle amélioration. Donc par exemple ici, on voit que pour la croissance du CA par rapport à N-1, en effet on est à 1,18%, on pourrait peut-être faire un petit peu mieux, alors que sur les autres ratios, on est plutôt bien, même si comme je le disais, pour la partie capacité de remboursement et ratio d'endettement, eh bien peut-être qu'on pourrait s'endetter un petit peu plus pour booster l'activité. Donc voilà sur les ratios du scoring. Et enfin, on va revenir sur les différents graphes disponibles dans la partie sociale. Donc déjà, vous avez des petits widgets avec le nombre d'employés, la rémunération brute totale et la rémunération brute moyenne. Vous avez des graphes qui sont assez simples à comprendre, mais d'abord la pyramide des âges. Donc en fait sur l'ensemble des effectifs, la part des hommes qui sont classés par tranche d'âge et la part des femmes classées par tranche d'âge. Donc là par exemple ce qu'il faut lire c'est que j'ai un homme entre 35 et 44 ans, deux entre 25 et 34 et puis deux entre 0 et 24. Ensuite la répartition de l'effectif par sexe, homme-femme. Et puis la répartition des salariés par tranche d'ancienneté. Donc là aussi, la manière dont il faut le lire, c'est que j'ai 4 employés qui ont entre 10 et 15 ans d'ancienneté, 3 qui ont entre 5 et 10 années d'ancienneté, et 4 entre 0 et 5 années d'ancienneté, donc que j'en ai aucun qui a une ancienneté supérieure à 15 ans. Donc ça, c'est des analyses qui sont en situation. Donc je vais déterminer un mois et je vais avoir toutes ces analyses sur le mois donné. Et puis j'ai des analyses qui sont en évolution. Donc là, vous allez avoir l'évolution de la masse salariale globale, donc salaire brut plus charge sociale mois par mois. Et je peux modifier ces analyses ici, par exemple en bougeant le curseur. En dessous, je vais avoir juste la rémunération brute, donc sans les charges sociales patronales. Les primes et indemnités s'il y en a, dans notre cas il n'y en a pas. Le nombre d'heures travaillées, donc là je vais avoir le nombre d'heures classiques, contractuelles, le nombre d'heures supplémentaires, et puis si j'ai des personnes au forfait jour, en fait on va venir convertir les forfaits jours en 8 heures de travail, et donc vous allez les voir apparaître ici en bleu clair et qui viendront se positionner entre les nombres d'heures et le nombre d'heures supplémentaires. La rémunération par tranche d'ancienneté, donc ça c'est le même graphique qu'on a vu précédemment, mais non pas en nombre de salariés, mais en rémunération brute. Donc là ça veut dire j'ai 144 830 euros de rémunération qui sont versés à des salariés qui ont entre 10 et 15 années d'ancienneté. Ensuite, le même graphe, mais avec le nombre d'heures travaillées par tranche d'ancienneté. Là, ça veut dire que j'ai mes salariés qui ont entre 10 et 15 ans d'expérience, ils ont fait 3920 heures travaillées. Et enfin, les entrées-sorties par période. Et donc là, on va peut-être le remettre sur toute la période pour avoir un exemple un petit peu plus parlant. Voilà, ici. Et ça va me dire, en fait, tous les mois, si j'ai eu des entrées et des sorties. Donc là, j'ai mes sorties. Par exemple, j'ai eu 2 sorties de David et Marie. Et donc là, ça va me mettre mon solde de salarié en conséquence. Donc là, j'ai 2 personnes qui sont sorties. Je suis passé d'un effectif de 14 à 12. Donc voilà, on a fait le tour des principales analyses et des principaux graphes disponibles sur Fintesis. Bien sûr, on reste disponible si jamais vous avez des questions. Merci et à bientôt.